plus, on va s'intéresser à une réunion très importante. C'est à Bourges, dans le département du Cher. On en parle avec Frédéric Vion. Cette réunion dont on parle, effectivement, à Bourges, dans le département du Cher, c'est le 89e déjà, j'étais pas au premier, 89e congrès des départements de France. C'est depuis hier et c'est jusqu'à demain, je crois. Ouais. Alors c'est l'occasion de se poser la question, enfin déjà de se faire remarquer qu'on connaît tous en général le nom du département dans lequel on habite, quoique j'ai des doutes parfois, mais qu'on ne connaît pas les vrais pouvoirs de l'Assemblée départementale. Oui. Alors d'abord, je fais un petit rappel historique. Le département, c'est une création de la Révolution, parce qu'avant, il y avait une pagaille de provinces avec des statuts différents, il n'y avait pas les mêmes de l'une à l'autre. Donc, la Révolution rationalise tout ça en 1790. La taille des départements est faite à l'époque pour que vous puissiez aller à la préfecture en une journée de cheval. Et on cherche surtout pas à recréer les anciennes provinces. Il n'y a pas de département qui s'appelle la Lorraine ceci ou la Bretagne cela. C'est vraiment complètement nouveau et c'est fait exprès. Ces nouveaux conseils généraux, comme on disait à l'époque. Sous Napoléon, il y aura 130 départements, puisqu'évidemment, il annexe une bonne partie de l'Europe. Vous voyez la carte des départements napoléoniens. Bon, évidemment, ça n'a duré que sous Napoléon, mais même la France d'aujourd'hui a des départements qui n'ont plus forcément les mêmes noms qu'à une certaine époque, parce que beaucoup ont changé de nom, parce qu'il y avait bas ou inférieur. Ouais, voilà. Charente, les côtes du Nord sont devenues les côtes d'Armor, les Basses-Pyrénées sont devenues les Pyrénées-Atlantiques. Il y a aussi, alors ça c'est très fort, les Basses-Alpes sont devenues les Alpes de Haute-Provence, etc. En 1946, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion aussi sont devenus des départements alors que c'était des colonies. Sur le plan politique, au départ, ils n'ont pas de pouvoir en tant que tel. À partir du 19e siècle, il y a un conseil général, maintenant on dirait départemental, mais c'est quand même le préfet qui est le patron, et ça n'est qu'ensuite que ça changera. Voilà, et ces départements, je le disais, ont quand même un certain nombre de pouvoirs. Oui, bah oui. Alors c'est à partir de modifiés, hein, bien sûr. À partir de 82, il y a une décentralisation. Là, il y a un président de département qui est élu dans chacun. Bon, il y a quelques réformes qui sont passées depuis, mais en gros, l'essentiel n'a pas changé. C'est que le département, c'est d'abord ce qui fait que vous pouvez amener vos enfants à l'école si vous devez passer sur une route départementale, comme son nom l'indique, la route départementale. Et ensuite, vos enfants, s'ils sont bien assis et chauffés quand ils sont au collège, c'est aussi grâce au département, puisque le collège dépend du département, de la même manière que les écoles dépendent de la mairie et les lycées de la région. Les présidents des départements dirigent aussi ce qu'on appelle les services départementaux d'incendie et secours, autrement dit les pompiers, qui sont, alors sauf Paris et Marseille qui sont des cas particuliers. Les départements s'occupent aussi du réseau d'eau potable, très important pour les pompiers, mais pas seulement. Le plus gros budget du département, de toute façon, de très très loin, c'est les missions de solidarité, c'est-à-dire l'aide aux handicapés, la protection maternelle et infantile, l'action sanitaire et sociale, le RSA, donc tout ce qui a trait au versement de la solidarité nationale. Toutes ces missions du département, j'en passe, il y a aussi par exemple des musées départementaux. Tout cela est financé comment ? Par une partie de la taxe foncière et des frais de notaire ou de la taxe des entreprises ainsi qu'une dotation de l'État. Les frais de notaire, vous savez, c'est pas le notaire qui prend tout. Il y en a pour différentes instances dans le département. Depuis 2015, réforme très importante, les départements commencent à être redécoupés pour certains ou fusionnés pour d'autres. Par exemple, en Alsace, il restera géographiquement un Haut-Rhin et un Bas-Rhin, mais dans 2 ans, ça sera géré par une seule instance d'Alsace. Pour la Corse, c'est déjà fait. Et puis Paris ou Lyon, par exemple, c'est des cas particuliers. Alors là, c'est pas des fusions, au contraire, on crée à l'intérieur d'un département des métropoles, comme vous allez le voir pour Lyon. Le département du Rhône, que vous voyez sur la carte de droite, c'est le département du Rhône en bleu et la métropole de Lyon en rouge, avec le gros plan de la métropole de Lyon, la carte jaune à gauche. En fait, le département du Rhône ne garde plus qu'un tiers de la population. L'essentiel est transféré, y compris ses pouvoirs, à la métropole de Lyon. Donc ça fait une espèce de découpage en deux, finalement, d'un ancien département. C'est vrai que quand vous êtes dans la banlieue immédiate d'une grande ville comme Lyon, vous n'avez pas les mêmes besoins que si vous êtes un village qui est à l'autre bout du Rhône, bien sûr. Un village agricole, par exemple. L'Alsace fusionnée, elle aura même des nouveaux pouvoirs que lui transféreront l'État. Par exemple, les routes nationales, même les nationales seront gérées par l'Alsace. L'idée, c'est d'être plus proche des citoyens. Le risque, c'est peut-être aussi de revenir à une certaine confusion, c'est-à-dire que je ne suis pas certain que toutes les communes, par exemple dans la métropole lyonnaise, est-ce que Jonnage, Coincieux ou Irigny font partie du Rhône ou de la métropole de Lyon ? Ah, voilà. Donc l'illisibilité dont vous parlez, c'est celle de l'Ancien Régime, grosso modo. Voilà. Donc on y revient. On y revient. C'est une révolution. Comme je fais Merci beaucoup. Merci Frédéric. Voilà, dans le quart d'heure qui suit, Damien Thévenot